Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui mercredi, 3e jour du mois de juillet. Et nous avons des sujets intéressants pour vous concoctés par notre équipe rédactionnelle. On se retrouve dans quelques instants pour démarrer cette émission. Le Grand Talk commence maintenant. Pour démarrer, Orano, entreprise française ex-Areva, prend simplement acte de la décision des autorités du Niger de retirer à sa filiale son permis d'exploitation du gisement d'uranium, et ce, malgré donc la reprise des activités sur le site conformément aux attentes qu'elles avaient exprimées. En gros, la France perd un très gros contrat au Niger. On en parle maintenant. Notre plateau ce soir est composé de nos amis. Je commencerai par dire bonsoir à Élisée. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, je sais que tu es très belle en noir, mais généralement tu aimes porter le vert. C'est vrai que tu es très belle, mais le vert ne te va pas. C'est le noir qui est mieux. Avec du jaune, ça sera encore mieux. Nous ne réagirons donc pas, nous resterons sereins et continuerons donc ce plateau. Bonsoir Barry. Bonsoir Christelle, bonsoir chers collègues, bonsoir chez vous. Alors messieurs, l'affaire fait grand bruit. Depuis quelques jours, le Niger a décidé de remettre dans le domaine public cette grande mine d'uranium qu'on appelle Orano, du moins Orano, utilisée par Orano, ex-Areva, entreprise française. Et donc on s'interroge. Les Français s'interrogent, il faut dire qu'ils ont mis quand même 1,2 milliard ou 3 dans la préparation de l'exploitation justement de ce gisement. Après quelques temps, donc depuis 2019, il était dit que ce gisement devait être utilisé. Depuis, nous sommes en 2024, rien n'est fait. Le Niger décide de reprendre sa chose, de la remettre dans le domaine public et de voir quel pays serait disponible avec eux pour l'exploitation de ce gisement d'uranium. Barry, avec vous, on va essayer de repartir un peu, on va convoquer l'histoire. Allons-y, sur ce gisement précis d'uranium avec la France. Barry, allons-y. Il s'agit du site d'uranium d'Imouraren, parce qu'il y a Arlit et il y a d'autres sites d'exploitation d'uranium. Là, il s'agit de Imouraren SA. Il faut dire que le site avait été attribué à Areva en 2009 par le gouvernement du Niger de l'époque, dirigé par le président Tandja Mamadou. Et normalement, l'exploitation devait commencer en 2011. Mais il vous souviendra qu'en 2011, on a assisté à la catastrophe de Fukushima au Japon, oui. Ce qui a eu pour conséquence directe la baisse des coûts de l'uranium sur le marché mondial. Donc Areva s'est retrouvé en difficulté et a décidé de geler en collaboration avec l'État du Niger ses activités pour qu'ils aient le temps et ils attendent la hausse des coûts de l'uranium pour vraiment lancer les activités. Donc en 2012, il y a eu un nouveau report. En 2019, la mine devait être exploitée. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc il y a eu 2 mises en demeure. Ce n'est pas pour dire que les autorités nigériennes ont retiré le projet sans préavis. Le président Bazoum, en son temps, en février 2022, avait ordonné une mise en demeure avec les autorités judiciaires du Niger pour alerter, parce que ça c'était une alerte, Orano sur ses responsabilités. Parce attention, que vous devez venir dans le contrat, travailler. Chacun a ses responsabilités, je veux dire. Quand on voit déjà la constitution de Imouraren SA, l'État du Niger pèse 10%, Orano 56%, et il y a Repco qui est une entreprise minière sud-coréenne qui pèse 10%. Donc la responsabilité que Orano avait prise en 2009, Orano n'a pas totalement exécuté ses responsabilités-là, ses cahiers de charges plutôt. Donc, les autorités nigériennes, comme je l'ai dit, sous le président Bazoum, avaient déjà alerté Orano. Et en 2023, les mêmes autorités nigériennes, à l'époque, Bazoum était encore au pouvoir, avaient fait une seconde mise en demeure. Orano n'a pas exécuté. Donc, les autorités de transition du Niger ont jugé que Orano a trop duré sans mettre en exploitation, alors qu'on sait que le Niger rencontre des difficultés liées aux sanctions, liées au contexte géopolitique mondial. Donc, ils ont décidé simplement de ramener Imouraren SA dans le patrimoine minier du Niger. Donc, Orano a signifié sa désolation parce qu'ils disent avoir investi près d'1 milliard d'euros
l'investissement au départ, c'était 1,2 milliard d'euros. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à travers Imuraren SA, il y a un malaise uranium au Niger depuis les indépendances. Parce que l'exploitation de l'uranium a commencé au début des années 60, précisément en 1965. Et quand on se souvient, en 1974, il y avait une crise liée au coût de l'uranium parce qu'il y a une famine qui a touché le Niger. Le pays était en difficulté économique et ça a abouti au coup d'État du 15 avril 1974 qui a apporté au pouvoir le lieutenant-colonel Seyni Kounché à l'époque, qui avait été le premier qui avait émis l'idée de renégocier le coût de l'uranium. Très bien. Et quand on regarde, vous voyez la cartographie, les gisements d'uranium se trouvent au nord du Niger. Dans des zones très pauvres. Des zones très pauvres. Et Areva exploite l'uranium depuis 1968 au Niger. Quand on voit ces zones-là, c'est des zones où il y a eu beaucoup de rébellions, où il y a une pauvreté qui ne dit pas son nom. Très bien. Et surtout Arlit qui est complètement pollué. Donc, peut-être que c'est tout ça qui a poussé les autorités de transition à agir en tant que responsables parce qu'ils définissent les objectifs stratégiques de leur pays. Ils se rendent compte que peut-être que le partenariat avec Orano n'est pas profitable. Ils vont naturellement... On cherche d'autres partenaires. Ils vont chercher d'autres partenaires. Très bien. Merci Barry pour ce point qui éclaire un peu la lanterne de nos téléspectateurs. Alors, Élisée Boloube, quand vous entendez la réaction du Niger vis-à-vis donc de ce moratoire depuis 2019 qui n'avait pas été pris en compte par l'entreprise, aujourd'hui ils prennent leurs décisions et leurs responsabilités de remettre donc ce gisement-là dans le domaine public et de chercher d'autres partenaires. Quel commentaire concrètement vous en faites, Élisée? Non, pour une des rares fois, peut-être on me le signifiera. Moi, je suis totalement d'avis avec la décision des autorités nigériennes. Ce d'autant plus qu'elles ont fait une mise en demeure il y a quelques mois de cela, le 19 mars dernier. Elles ont dit que si 3 mois après, Orano ne se mettait pas à exécution, ils allaient lui retirer. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même des préavis qui ont été, comme il a dit déjà sous Bazoum, après Bazoum avec les autorités militaires. Donc, il y a eu quand même des préavis qui ont été émis. Donc, sur cette base-là, on peut dire qu'il n'y a pas d'abus. Moi, je pense que pour une fois, quand même, il faut le reconnaître, même si c'est toujours pas évident avec des régimes militaires. Mais cette fois-ci, vraiment, sur cette action, je pense que le régime militaire a agi conformément, pour moi, je vais dire, à la loi. Voilà, donc ça, on ne peut pas trop leur reprocher. Maintenant, une chose est certaine, moi, je le dis aussi, les entreprises, les multinationales qui très souvent exercent dans nos territoires doivent comprendre une chose. C'est aussi important, en fait. C'est-à-dire, c'est vrai, peut-être qu'on n'a pas la technicité qu'il faut pour pouvoir exploiter nos gisements comme il se doit. C'est ça. Mais une chose doit marquer les esprits. Moi, je dis toujours que, excusez-moi du thème, peut-être que j'ai fait un peu de religiosité, mais Dieu, dans sa bienséance, a fait de telle sorte que les continents, notamment les nôtres, soient des continents de ressources. Nous n'avons pas la technicité. Ceux qui ont la technicité n'ont pas ces ressources. Pour moi, c'est vraiment un équilibre que Dieu a établi en réalité. Donc, quand on vient, c'est vrai, vous avez de la technicité et tout ça, mais on est dans un marché gagnant-gagnant. Donc, à un moment donné, moi, c'est ce que je dis toujours, les correspondances là. Dans le fonctionnement d'une situation, il peut arriver que ça n'aille pas dans le sens qu'on a voulu. Mais c'est pourquoi, justement, on crée un cadre d'échange, un cadre de discussion. Depuis ces préavis lancés sous Bazoum, même la relance faite par les autorités nigériennes en mars dernier, au 19 mars dernier, pour moi, c'était des occasions pour ouvrir vraiment le dialogue. Si les autorités de Orano savaient qu'en ce moment précis, ça allait être difficile pour elles d'engager les travaux comme cela avait été émis, mais c'était le lieu d'aller vers les autorités nigériennes et puis dire voilà ce qui se passe, en fait. En même temps, Élisée, je reste avec vous. Barry l'a si bien dit, l'entreprise exploite donc ce gisement-là depuis, on va dire, depuis 1968. Les gisements. Les gisements. Alors, est-ce que justement, on n'a pas l'habitude de dire nous sommes en Afrique, même si on ne respecte pas 2-3 petites choses, ce n'est pas bien grave, on aura l'occasion de pouvoir gérer après. Est-ce que ce narratif-là aujourd'hui, ou bien ce mindset n'est pas en train de mourir avec la nouvelle réalité que l'on constate en Afrique? Mais ça doit mourir et nous tous, on doit contribuer à ce que ça meure, en fait. Cette manière de réfléchir et de penser. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on est dans un no man's land et qu'on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Je finis par ça rapidement. Moi, je pense qu'il est aussi bon peut-être de relever, parce que certaines personnes pourraient peut-être voir quelque part, je vais dire, une fermeté, une dureté du régime militaire, mais ce n'est pas vrai. Parce que là même, il y a d'autres mines, par exemple, la des mines d'Azélik, Somina, qui est détenue majoritairement par des Chinois. Ça fait un moment quand même qu'elle n'est pas rentrée en exploitation, mais là,
les Chinois ont échangé avec les autorités nigériennes et cette mine-là est en passe de redémarrer ses activités. Donc, c'est dit que quelque part, je pense que c'est ce cadre d'échange-là, à mon avis, soit qui n'a pas fonctionné comme il se devait, de la partie occidentale, peut-être qu'il n'a pas fonctionné comme il se devait pour qu'on en arrive à cette situation. Sinon, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, quel intérêt les autorités nigériennes ont-elles à retirer un permis d'une entreprise qui existe depuis des années et qui leur rapporte quelque chose dans les caisses? C'est parce que justement, elles savent qu'elles sont en train de fonctionner à perte en ce moment précis et que le fait que cette entreprise ne soit pas en activité, ça leur fait perdre des ressources. Daouda, on aimerait avoir votre point de vue sur la question. Bon, je tiens à le dire en toute sincérité, au vu du cours d'histoire que Barry nous donne sur la situation, on se rend compte que, bien évidemment, il y a une des parties qui n'a pas respecté les clauses du contrat. Donc, j'estime que les autorités nigérianes sont dans leur bon droit. Maintenant, la deuxième problématique que ça pose pour moi, c'est que si on le retire, comment on appelle ça, à Orano, à qui on va le donner? L'Iran, parce qu'aujourd'hui, on sait que, qu'on le veuille ou pas, la Russie pointe son nez. On parle aussi, certains médias parlent aussi de l'Iran. Voilà. Que ce soit l'Iran, Russie, ce n'est pas totalement trop loin. Mais j'estime que tu as soulevé un point qui est important. Depuis 1968, où on travaille dans ces coins-là, concrètement, tu as dit que c'était les pays les zones les plus pauvres. Est-ce que quand ils vont le donner à un nouveau pays pour aller exploiter ces gisements de coltan, finalement, est-ce qu'on aura des écoles pour les gens du Niger? Est-ce qu'on aura des hôpitaux? Est-ce qu'on aura un développement réel et profond? Parce que le plus important, ce n'est pas d'arracher à X et le donner à Y. Mais en même temps, Daouda, est-ce que les nouvelles autorités, justement nigériennes, qui décident de dire attention, depuis des années, nous sommes dans ce partenariat, on semble ne rien gagner. Avec les nouveaux partenaires, on va redéfinir un cadre, assurément, et aller au développement de leur nation. Il faut dire que le Niger, quand même, c'est 25% d'uranium du Niger utilisé dans l'Union européenne. Oui, n'empêche, mais l'idée, même si aujourd'hui, parce que quelque part, moi je pense qu'ils sont dans leur bon droit, mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce que la situation entre la France et le Niger ne joue pas pour quelque chose aussi dans cette situation? Est-ce que... Non, je me pose juste des questions, je ne dis pas que c'est ça. Oui, mais pour essayer de ramener le sujet, par exemple, à la Côte d'Ivoire, c'est là où je dis que moi, je loue la vision, la maestria de dirigeants d'Houphouët-Boigny. Comment cela? Je le dis parce que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, a été le leitmotiv d'Houphouët-Boigny. Notre credo, oui. Notre credo. Pour dire qu'on savait, peut-être que Houphouët-Boigny s'est dit, on avait des minéraux. Mais quand on regarde tous les pays autour de nous, après les indépendances qui avaient des minéraux, il y avait soit des coups d'État, soit des guerres. On se rappelle de la guerre du Biafra à cause du pétrole. On se rappelle de la guerre dans beaucoup de pays. Mais finalement, le président Houphouët-Boigny, le père fondateur, a laissé ses enfants aller étudier et concentrer les populations sur l'agriculture. Ils sont allés étudier. Aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas le plus gros gisement? On parle du plus gros gisement aurifère de classe mondiale en termes d'or. On a le gisement baleine qui aujourd'hui, baleine et Kalao, qui à terme vont produire près de 200 000 barils jour. Mais est-ce qu'on entend quelque chose, des frustrations là et ça et là, parce qu'on est parti à gauche, parti à droite? Il n'y a pas de crise. Mais j'estime... Oui, en fait, mon point sur la question, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les pays où il y a beaucoup de difficultés, c'est parce qu'on a trop vite, j'estime que les États africains ont trop vite commencé à toucher les minéraux, sachant qu'on n'avait pas la qualification nécessaire. Est-ce que justement c'est au niveau de la qualification ou c'est la façon de gérer, on va dire, par les business de dire? Non, on sait que pour certains pays, par exemple africains, on prend le Niger. En fait, ce que je veux dire, c'est que la qualification, c'est l'Europe qui l'a, c'est l'Occident qui l'a. Donc, le business, la chaîne des valeurs, la maîtrise de la chaîne des valeurs, nous, je ne dis pas que forcément on l'a. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a lancé aujourd'hui, par le biais du ministère, le Salon international des produits extractifs? C'est parce qu'on n'a pas l'expertise, on veut entendre l'expertise des autres, leurs erreurs, les erreurs qu'ils ont pu commettre, pour ne pas que nous, on puisse les commettre. Aujourd'hui, moi, je salue les autorités du Niger, mais à qui vont-ils les donner? Est-ce que les populations auront des rétributions concrètes? Barry, dans un tel contexte, est-ce que le fait de remettre dans le domaine public et de lui dire on attend de voir d'autres pays qui arrivent, est-ce qu'à ce moment, le Niger a le droit de se dire, nous, on aimerait par exemple avoir 40-50%
des ristournes de notre uranium et puis parler gagnant-gagnant avec les autres partenaires. Est-ce que c'est possible, Barry, selon vous? Non, ils vont clairement renégocier. À combien de pourcents, on ne sait pas. Parce que là, pour l'instant, ils étaient à 10%. Hein. L'uranium qui est tiré du Niger aussi, c'est un uranium brut. Il n'est pas encore traité. Oui. Donc, il faut une certaine technologie, il faut un certain nombre d'ingénieurs compétents en termes d'énergie atomique pour pouvoir transformer l'uranium. Parce que souvent, on a tendance à entendre dans le narratif que l'uranium canadien acheté à tel prix, l'uranium russe à tel prix. Voici le narratif. Voilà. On entend bien que l'uranium acheté donc, au Niger par la France fait à 27 000 francs le kilo. Et l'uranium acheté, par exemple, dans certains pays comme le Canada, serait à 131 000 francs. Alors, on se dit, qu'est-ce qui fait en sorte que ces prix-là, s'ils sont avérés, soient vrais? Et vous nous dites, c'est la transformation. Et même si le Niger arrive à transformer ou ne transforme pas, est-ce qu'il est normal de pouvoir acheter à un tel prix aussi bas vis-à-vis de l'autre? Mais je veux dire que les relations internationales, il faut comprendre une chose. Les relations d'État à État, ce sont des relations d'intérêt. C'est cela. Et l'équilibre des intérêts dépend de la puissance en face. C'est ça. La Russie, c'est une puissance atomique depuis le début des années 40. Vous comprenez? Le Canada, c'est pareil. Ils ont toute l'expertise. Eux, ils peuvent prendre, transformer. Aujourd'hui, la Russie dont on parle, elle vend une partie de son uranium aux États-Unis. Les centrales nucléaires américaines fonctionnent en partie avec de l'uranium russe. Malgré tout ce qu'on va dire, il y a la guerre, les sanctions et tout. Mais pourquoi ils le font? C'est parce qu'il y a une interdépendance entre les deux États. J'ai l'uranium produit fini, vous en avez besoin, vous en achetez avec moi. Maintenant, ceux qui n'ont pas le problème produit avec les continents, avec nos États, c'est qu'au début des indépendances, il y avait une faiblesse institutionnelle et structurelle. Les chefs d'État évoluaient dans un contexte géopolitique précis. Et ils n'avaient pas la ressource humaine, ils n'avaient pas les ressources financières pour vraiment anticiper une industrialisation. Malheureusement, aujourd'hui, près de 50 ans après, le monde évolue. Aujourd'hui, on ne parle plus d'une puissance ou d'une hyperpuissance, mais on parle de plusieurs puissances. C'est ça. C'est-à-dire que c'est que les Français, c'est que Orano peut refuser au Niger, les Chinois peuvent venir et leur dire, écoutez, nous, on vous donne 20%, parce que le contraste, ce qui choque un peu dans ces pays sahéliens, c'est qu'on a des pays, que vous prenez le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est des pays avec un gros potentiel minier, mais qui malheureusement souffrent parce qu'ils ne sentent pas la réduction. Les contrats sont mal dealés, il n'y a pas d'impact. Je ne dis pas que c'est mal dealé, je ne suis pas compétent en la matière, mais sur l'effet sur la population, c'est difficilement visible. Parce que vous prenez la cartographie, c'est vraiment les parties les plus pauvres du pays. Or, pourtant, en termes de ressources minières, c'est un paradis, je veux dire, c'est un paradis minier. Donc, il faut vraiment que les autorités nigériennes se projettent sur le long terme. Il ne suffira pas de se débarrasser d'Orano, mais il faut penser la zone septentrionale du Niger dans 50 ans. C'est cela. Et c'est ce qui peut permettre au Niger vraiment d'enclencher un processus d'industrialisation. Comme je l'ai dit, c'est difficile de comprendre qu'un pays avec un tel potentiel en uranium n'ait même pas l'électricité dans la capitale totalement. Très bien. Donc c'est un contraste. Si vous voulez participer à ce débat, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui vont s'afficher sur votre petit écran. En attendant, Élisée Boloubeu demandait la parole. Allez-y. Oui, Élisée. moi je voulais juste faire quelques précisions. Déjà, Daoud a posé la question, on retire est-ce que c'est indiqué de retirer, je lui ai dit, les agréments en réalité à Orano à qui on va remettre? Ça. Non, mais bon, là maintenant, comme on le dit, on va aller dans le jeu de compétitivité, c'est au plus offrant en réalité. Mais ce qui est sûr, dans un premier temps, ça tombe dans le domaine public. C'est clair. Voilà, ça veut dire que c'est remis sur le marché en réalité. Donc, même tous les pays sont... Oui, donc Orano même peut encore reconquérir encore en réalité. Ah, vous pensez? Voilà. Mais c'est possible, c'est une possibilité. S'ils se sont rendus compte que c'était important pour eux, et qu'il faut faire d'autres sacrifices supplémentaires pour pouvoir l'avoir, ils peuvent encore aller à la conquête, ça c'est une possibilité. Mais ça rentre dans le domaine public, ils ne sont pas écartés. C'est cela. Non, seulement qu'ils seront maintenant en compétition, parce qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent maintenant dans le deal. Mais deuxième élément, ce que je veux dire aussi, parce que très souvent on entend dire ça, les uns et les autres, non, on a vraiment toutes ces richesses, et puis on n'a pas ceci. On n'arrive pas justement à toutes ces richesses, on n'a pas ceci. Oui. Moi, je veux qu'on soit honnête. Moi, je pense, en réalité, ce n'est pas la mauvaise foi forcément des multinationales. Non. Parce que essayez d'aller dans le secteur et puis vous renseigner un peu. Mais les multinationales dépensent beaucoup d'argent dans la prospection, dans la production
dans la mise en œuvre de tous ces programmes-là, ils dépensent beaucoup d'argent. La dernière fois sur le plateau ici, je vous disais par exemple la prospection pétrolière, c'est 200 millions jours. Imaginez une entreprise qui va venir prospecter du pétrole dans les eaux ivoiriennes. Et qui peut perdre peut-être 6 mois de prospection avant de pouvoir... Parce que c'est quelque chose, mais tu vas, si tu veux, en fait, on s'en va... Sur les projections. Sans avoir une véritable visibilité. Donc, quand vous partez, vous pouvez avoir gain de cause comme ne pas avoir gain de cause. Mais Élisée, vous voulez nous dire qu'après vous avoir souffert comme ça, après avoir dépensé autant d'argent, la nation qui a la ressource n'a pas la capacité de parler contrat. C'est pas ce que je suis en train de dire. Allez-y, continuez. Je pense que les contrats, en réalité, sont dealés sur des bonnes bases. Le vrai problème, et moi je le dis, je le répète toujours, dans nos États, ayons le courage, je le dis, c'est le problème de gouvernance. C'est tout le problème. Les pays dont on a parlé là, regardez, c'est des pays qui sont instables depuis l'indépendance. Des multiples coups d'État, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina. C'est des coups d'État à répétition. Vous rejoignez le point de Daouda, c'est des coups d'État à répétition. C'est cela? Non, non, pas que je rejoigne, c'est pas la même chose. Ce que je suis en train de dire, les instabilités politiques qu'ont connu tous ces pays ont agi sur la gouvernance en réalité. Donc, même quand l'entreprise va te dire que dans le deal, moi, j'ai 60%, allons-y. L'État a 40%. Mais les 40% que l'État a, qu'est-ce que l'État en fait? Le vrai problème, c'est ça. C'est un problème de gouvernance aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. Même si on ne gagne pas beaucoup. Parce qu'en réalité aussi, je pense que quand les gens ils viennent et puis disent bon, on va exploiter, quand même dans nos États, on a des experts, des gens quand même qui ont cette faculté-là, cette capacité-là, à pouvoir s'asseoir avec eux pour leur dire OK, au regard de tout ce que vous avez investi, comme agent, pour pouvoir avoir ça, c'est normal que vous ayez au moins 60%. Mais nous, nos 40% là, on tient à ça. Est-ce que les 40% ne sont pas reversés? C'est reversé, mais comment c'est géré par la suite? Et comment on gère? Voilà comment on gère. Ce n'est pas aux entreprises là d'aller électrifier tout le Niger. Non, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, ils vont exploiter l'uranium. Vous leur demandez, par exemple, qu'ils doivent donner 40% de leur recette. Ils vont remettre le 40%. 10%. Maintenant, comment vous gérez? Voilà, même si c'est 10%, mais c'est 20%. Comment vous gérez ça? Ça vous incombe maintenant. Donc, il faut aussi avoir l'honnêteté à notre niveau de reconnaître qu'on souffre de la question de la gouvernance aussi. Très au niveau de nos États. Alors, le téléphone est ouvert. Les numéros donc, sont connus, affichés à l'écran, 98 070. N'hésitez pas à nous joindre pour apporter votre contribution à ces débats. Daouda Coulibaly, est-ce que ce qui se passe ne pourrait pas avoir un petit lien avec ce qui se passe en France, avec la probable montée du RN au pouvoir, la France aux Français, le Niger aux Nigériens? Réaction Daouda? Non, mais je pense que depuis un certain temps, les pays de l'AES dont le Niger fait partie sont dans une quête de souveraineté. Donc c'est tout à fait normal si aujourd'hui ils estiment qu'ils ne sont pas à l'aise avec le contrat avec, comment on appelle ça, Orano, ils sont en droit de récupérer leur contrat. Première chose, aujourd'hui en France, est-ce que le Front National qui a aujourd'hui plus de 33% des voix, qui est en phase de diriger la France dans une semaine ou voire 2 semaines, ne demande-t-elle pas aux gens à la France, aux Français, de retirer la binationalité à certaines personnes, la déchéance même de nationalité? Le droit du sol et tout. Le droit du sol et autres. Donc, hier, je le disais sur ce plateau, si les Français disent que la France a la France, mais les Africains sont aussi en droit de dire, parce que les Africains vont leur opposer le principe sacro-saint de la réciprocité. Tu m'opposes tel principe, je t'oppose ce même principe. C'est la même chose. Mais moi, là où j'aimerais aller, c'est qu'aujourd'hui, je rejoins un peu le point d'Élysée à moitié, parce qu'on oublie. Aujourd'hui, on a découvert le gisement Baleine et Kalao. Mais ce que les gens oublient de dire aux gens, c'est qu'il y a une entreprise qu'on appelle Lukoil, qui a fait des recherches dans cette même eau, qui a échoué à trouver quelque chose. Shell a fait les mêmes recherches. Vous vous rappelez qu'en son temps, sous le président Laurent Gbagbo, il y a même eu un conflit entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour un truc pétrolier. Finalement, c'est le Ghana qui a gagné. Donc, quand on sait qu'une recherche pétrolière, par exemple, c'est 30 à 100 millions par jour. 200. Moi, je préfère m'arrêter à 100 au moins, c'est raisonnable. 100 millions par jour. Des gens qui ont cherché pendant tout ce temps. Mais après, quand ils trouvent quelque chose, c'est vrai qu'on dit oui, c'est sur nos terres, c'est sur nos terres. Mais est-ce que notre État avait les moyens d'investir tous ces sous-là? Parce que s'ils avaient échoué comme Lukoil en son temps, je suis sûr que nous serons les mêmes Ivoiriens grincheux en train de dire qui t'a envoyé? Qui vous a envoyé d'aller chercher du pétrole? Donc, en vérité, la véritable problématique au Niger et de pauvreté dont tu parles, c'est une question de gouvernance. Depuis les indépendances, les pères fondateurs des différents pays ont passé leur temps, moi je le dis simplement, ils ont passé leur temps à se sucrer sur le dos des populations. Mais en même temps, quand l'entreprise dépense 100 millions, 200 millions pour la recherche et tout, après, dans l'exploitation, est-ce qu'elle ne se rembourse pas assez?
Juste ça, c'est le premier point. Le second point, est-ce que ce point élimine quand même le fait de dire, c'est vrai, vous avez dépensé tel franc, mais nous estimons que nous, en tant que pays souverain, nous aimerions avoir tel de pourcent. Parce que le Niger avait quand même 10%, Orano 56% et puis Repco 10%. En fait, ce que j'aimerais juste dire avant de te donner la parole, c'est que, à la vérité, c'est comment est-ce que tu discutes ton contrat avec quelqu'un. Ça aussi, ça fait partie du problème. Voilà, on n'est pas dans un monde de business, c'est un monde de business et de finances et de beaucoup de sous. Et tout ce qui concerne les minéraux ou le pétrole, mais c'est un monde hautement capitaliste. C'est un monde hautement capitaliste. Si tu as mal négocié, c'est pourquoi quand j'ai rappelé l'histoire du fouet, c'est très important. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, pour le gisement Baleine et Kalao. Combien gagne la Côte d'Ivoire? Combien gagne? On parle, comment on appelle ça? Les chiffres nous parlent de 51% pour la Côte d'Ivoire. Mais au-delà des 51% que la Côte d'Ivoire gagne, c'est que le contenu, tout ce qui concerne la main-d'œuvre, ou bien même les entreprises qui vont exercer dans le domaine, mais ce sont des Ivoiriens qui sont mis en avant. Mais pourquoi aujourd'hui on prend la Norvège? Hier, tu parlais de la Norvège ici, c'est un pays pétrolier qui a des ressources minéraires qui aujourd'hui a réussi quelque chose. Donc la Côte d'Ivoire va s'inspirer de ces pays qui ont fait des choses, qui ont réussi des choses, de sorte à ce que nous, on puisse avoir un retour sur investissement. Mais la chose qui est intéressante, et vous allez me dire, c'est bon de communiquer aussi sur les chiffres. Oui, bien entendu, c'est bien. Parce que moi, je me rappelle en son temps, vous vous rappelez qu'avant l'arrivée de Diomaye Faye et Ousmane Sonko au pouvoir, mais ils se plaignaient de Macky Sall parce qu'ils estimaient qu'au Sénégal, Macky Sall avait mal goupillé le système pétrolier du Sénégal. Contrairement à la Côte d'Ivoire. Et ils s'inspiraient du cas de la Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment que le contrat a été véritablement bien négocié. Mais cela, quand c'est bien négocié, c'est parce que les enfants, à un moment donné, sont allés à l'école. Les enfants, à un moment donné, ont bénéficié de certaines choses. Souvent, ça, il faut le reconnaître. Nos États n'ont pas bénéficié de ça. Et malheureusement, je tiens... Quand je remarque aujourd'hui, Patrice Lumumba est mort pour les mêmes choses. Très bien. Un grand panafricaniste. C'était Élysée, hein, je pense. Non, c'était Barry, je crois. D'accord, Barry, allez-y. En fait, ce que je veux dire, moi, je suis entièrement d'accord avec Élysée. Le problème, ce n'est pas tant le coût qu'on gagne. C'est comment on investit ce qu'on gagne pour que nous-mêmes, on puisse développer une industrie. C'est ça enfin, le point que j'aimerais qu'on puisse éclairer. Je vais vous prendre un exemple. Oui. L'exemple le plus palpable, c'est Aramco. Aramco, c'est la première entreprise pétrolière saoudienne. Jusqu'à une époque, elle était 100% américaine. L'Arabie saoudite, au début des années 60, ne détenait... Aramco, c'était une entreprise américaine. Mais à force d'investissement, le peu qu'ils gagnaient, ils l'ont investi stratégiquement, intelligemment. Et ils ont racheté Aramco. Aramco, aujourd'hui, c'est la fierté de l'Arabie saoudite. Donc, quand vous négociez, Élysée a bien souligné le point. Les entreprises, quand vous leur attribuez une licence d'exploitation, c'est un investissement. Et cet investissement-là, il ne peut pas être perdu. Il n'est perdu que lorsque il n'arrive pas à trouver le minerai recherché. Là, c'est complètement perdu. Mais une fois que le minerai est trouvé, quand vous renégociez, mais les investissements que l'entreprise a faits, elle va prendre ça en compte. Maintenant, en retour, vous qui gagnez 10%, vous qui gagnez 20%, qu'est-ce que vous faites avec les fonds? Est-ce que vous réfléchissez à des politiques publiques adaptées pour les populations? Si oui, vous les mettez en place et vous vous projetez dans 10, 20, 30, 40 ans. Aujourd'hui, prenons le Nigeria, qui produit près de 2,5 millions de barils de pétrole par jour. Mais vous imaginez qu'un grand pays comme le Nigeria n'avait même pas de raffinerie. Mais aujourd'hui, le président Olusegun Obasanjo, qui a créé les champions nigériens, les Dangote ont émergé dedans. Mais aujourd'hui, c'est Dangote qui construit la principale centrale des raffineries du Nigeria. Mais c'est parce que le président Obasanjo avait vu très loin et à travers sa vision, il a favorisé le développement des champions nationaux. Daouda a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. On parlait de valoriser le contenu local. Mais c'est justement dans ce cadre-là, les autorités ivoiriennes se projettent. Demain, on aura peut-être des grands groupes pétroliers ivoiriens, pourquoi pas? Puisqu'aujourd'hui, l'État permet aux Ivoiriens, s'ils ont les moyens, de mobiliser des fonds et d'aller faire ce qu'Eni a fait. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y a d'autres requins, par exemple on dit baleines, peut-être qu'il y a d'autres ressources en mer. Mais c'est aux Ivoiriens et aux gens qui ont les moyens financiers de se mobiliser et de se lancer dans
dans la prospection. S'ils ont pu obtenir gain de cause, naturellement, c'est le pays qui profite. Parce que si c'est un national qui remporte le marché, les capitaux restent dans le pays. Mais vous ne pouvez pas demander à une entreprise comme Eni, qui a investi près de peut-être 2 milliards d'euros dans l'exploitation, de perdre ça. Vous allez gagner 90%, ce n'est pas possible. Mais comment de là, on investit ce qu'on gagne pour que demain, ce ne soit plus Eni qui vienne exploiter, mais c'est une entreprise locale africaine. Très bien. C'est ça le vrai défi, en fait. Élisée, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une nouvelle génération d'Africains sans complexe qui discutent ou qui n'ont pas peur de prendre des décisions courageuses pour le bien-être de leurs États, décisions qui n'auraient jamais pu avoir lieu 10 ans, 20 ans auparavant. Et qu'est-ce qui a provoqué ce shift-là si nous sommes en phase? Non, déjà, quand vous me posez cette question, moi, je vais vous répondre tout de suite par l'affirmatif. Oui, mais attends, bon, je ne vais même pas loin. Là, depuis avant-hier, on a été informé que c'est un Ivoirien qui désormais est au destiné voilà, de PwC, PricewaterhouseCoopers, l'un des plus grands bureaux d'audit au monde. C'est un Ivoirien. Et c'est la preuve aujourd'hui qu'on a cette capacité-là de rivaliser avec les meilleurs. Et d'ailleurs, on rivalise avec les meilleurs. Prenez depuis les 15 dernières années, allez-y voir un peu les chiffres au niveau de Polytechnique de France. Les étrangers qui y entrent. Mais vous allez voir que la part des Ivoiriens est considérable aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a de la ressource, on a de la matière qu'il faut. Déjà, des efforts sont faits pour créer le cadre institutionnel, parce que c'est aussi bon. Les gens sont diplômés, mais il faut qu'ils soient dans un cadre qui leur permette quand même d'exprimer ce talent qu'ils ont et d'exprimer en tout cas tout ce qu'ils ont pu apprendre. Aujourd'hui, des efforts sont faits à ce niveau. Mais je suis totalement, et ça je le dis sans complexe aucun, de dire que nous en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, on est tout aussi valeureux et valable que des Occidentaux, d'exploiter des projets jusqu'à leur thème. La preuve, quand vous regardez un peu, même le troisième pont, c'est vrai que le troisième point, il a été réalisé par une entreprise française. Mais ceux qui étaient au niveau de l'ingénierie, je peux vous sortir des noms, c'est des Ivoiriens. Qui l'ont réalisé, oui, des Ivoiriens qui l'ont réalisé, qui ont été même célébrés, qui ont été même décorés à l'ambassade de France. Je me rappelle très bien. Il y a plusieurs infrastructures ici où les Ivoiriens ont réagi. Aujourd'hui, quand on prenait même notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, avant, ce n'était pas évident d'avoir des pilotes comme ça. Mais aujourd'hui, toute la flotte est pratiquement dirigée par des pilotes ivoiriens. Donc, on a la capacité, qu'on l'expertise. Donc, aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a rien en réalité, c'est vrai. Les Occidentaux, après, je dis, 200 ans d'indépendance, 500 ans d'indépendance, avec beaucoup de connaissances, ont pris le pas sur nous, sur la technologie. Ça, c'est une réalité. Comme le dit si bien, la révolution industrielle, c'est un pas que nous, on a raté. Eux, ils ont pu l'avoir. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où je pense qu'on n'a plus de complexe. On peut, tout aussi comme eux, réaliser certains exploits. Et on a les ressources pour. Moi, je pense que, comme je le dis et je le répète, aujourd'hui, là, tout est une question de vision et de politique publique. C'est-à-dire ceux qui sont à la tête des États. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de nos États? Justement, voici la véritable question. Est-ce que nos États et nos dirigeants sont prêts à parler d'égal à égal, 50-50, gagnant-gagnant, avec l'Occident? Mais ils devraient être prêts. S'ils ne le sont pas, nous, on va leur demander de partir. Non, ça c'est clair. Élysée, qu'est-ce que vous dites? Non, mais s'ils ne sont pas prêts aujourd'hui à discuter gagnant-gagnant avec les Occidentaux, mais ils n'ont pas leur place là. Parce qu'en réalité, je pense qu'on ne prend pas le pouvoir ou bien on ne vient pas gouverner un État si on n'a pas la capacité ou bien si on n'a pas une vision de donner un mieux-être à nos populations. Or, donner un mieux-être à nos populations, ça veut dire que ceux qui viennent investir, il faut qu'on puisse discuter avec eux afin de pouvoir être 50-50, comme on l'a dit, gagnant-gagnant. Donc, si on n'a pas la capacité de mener cette discussion, de mener ces négociations-là, donc on n'a pas notre place là. Il faut qu'on quitte là. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent diriger notre pays ont l'obligation, moi je ne dis même pas ils ont le devoir, ils ont l'obligation d'aller discuter et de nous faire gagner 50-50. Ça, il n'y a même pas de débat dessus. Sinon, c'est la société elle-même qui va les disqualifier en fait. Daouda. Moi, ça me ramène toujours au père fondateur Houphouët-Boigny. Et ce discours, pour ceux qui s'en rappellent, il a dit, aujourd'hui, vous pouvez nous obliger à faire tout. En parlant justement de l'Occident. De l'Occident. Mais arrivera un jour où nos enfants ou les enfants de nos enfants vont discuter d'égal à égal avec vous. Et c'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, prenons un exemple palpable. Est-ce que, projetons-nous, allons dans le temps, faisons un voyage dans le temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, est-ce qu'ils vous imaginent que la Côte d'Ivoire pouvait s'élever pour aller acheter des armes avec la, comment on appelle ça, la Russie, la Chine, sans la France, pendant qu'elle avait un contrat avec la France, dit, bon, ok, tu perds du temps, allez, ne me fais pas Morano, en fait. Voilà, ne me fais pas perdre du temps. Moi, je vais en Chine parce que j'ai besoin de me protéger. Je suis entouré par des pays qui sont enclins au djihadisme. Est-ce que vous pouvez l'imaginer?
Mais aujourd'hui, nos dirigeants discutent d'égal à égal. Mettons de côté les dissensions politiques. Mais lors du centenaire de Polytechnique, mais Aboudraman Cissé oui. était affiché en grande bannière parce qu'il est sorti major de sa promotion de cette école-là. Mais on parle aujourd'hui, même Alassane Ouattara. Il est parti de Port-Boué, hein, dis bien. Voilà, Alassane Ouattara lui-même aujourd'hui, qui a fait le FMI, qui a conseillé des pays à l'étranger. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire, il discute d'égal à égal. Tidiane Thiam, brillant banquier russe, brillant banquier qui a exercé en Suisse. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, concrètement, c'est de l'intelligence, c'est des valeurs. Awadon Melo. Prenons Patrick Hachi, qui vient tout récemment d'être nommé comme conseiller externe au FMI, avec deux autres personnes en économie et finance. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, si ces dirigeants-là vont dans ce pays... On a de bons profils, en tout Les cas. profils sont là et on peut discuter d'égal à égal. On n'a pas besoin, Christelle, de prendre les armes. On n'a pas besoin de crier... Ah, vous revenez à ça? Oui, on n'a pas besoin de crier souverainiste, comment on appelle ça, impérialiste et ceci. Mais en même temps, ce que le pouvoir légal n'a pas pu faire, les militaires au pouvoir le font. Daouda. Non. Élysée a parlé de quelque chose qui est très important. Tout part d'une vision et d'une volonté. Si à un moment les dirigeants n'ont pas eu la vision et la volonté, mais effectivement aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas normal que ça se passe comme ça? Et pour ça, sincèrement, je dis bravo. Les deux mains comment on appelle ça, aux autorités nigériennes pour l'acte qu'ils ont posé. Parce qu'à un moment, il faut qu'on discute clairement, mais on n'a pas besoin de se bander les muscles pour pouvoir gérer certaines choses. On peut se parler sans bander les muscles. Très bien. Alors, pour terminer, et ça sera peut-être avec vous, Barry, mon point, je reviens encore au RN. Dans quelques semaines, dans quelques jours, on va dire, il risque donc d'arriver à Matignon, si toutefois Jordan Bardella a la majorité absolue. Quel type d'Africain il aura en face, en fait, pour diriger Barry? Moi, je vous ai dit la dernière fois, moi, en fait, je ne suis même pas stressé ou soucieux de ce que le RN fera en France. Parce que pour moi, la décision du développement de l'Afrique, c'est nous-mêmes d'abord. Est-ce qu'on veut se développer? Si oui, la vision sera là. Et si on a la vision, on aura le plan et on aura les actions qui vont suivre. Donc, que M. Bardella, que ce soit M. Macron, que ce soit Mme, comment elle s'appelle, Marine Le Pen, ce sont des personnes qui seront là pour les Français et pour les intérêts des Français. Donc, en retour, nos chefs d'État, leur postulat premier, c'est d'être là pour le droit de leurs États. Voilà, et aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des années 60 où il y avait Bob Denard qui se promenait pour casser la figure à tout le monde. Bien sûr. Ça ne marche plus comme ça. L'exemple le plus palpable, c'est ce qui s'est passé au Sahel. Qui l'aurait cru que des militaires africains, que des officiers français regardaient de haut pendant près de 40 ans, allaient leur dire, messieurs, ça suffit, allez-y chez vous. Et naturellement, ils rentrent chez eux, il n'y a aucun bruit. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, si l'on veut réellement, on peut. Mais si on reste là à se morfondre, non, le RN va frustrer l'Afrique, ils vont faire ceci, ils vont faire... Le RN sera là pour les intérêts de la France. Les Africains doivent être là pour se battre pour leurs intérêts. Et on termine justement avec vous, Barry, pour cette première partie. On se retrouve dans quelques instants après le journal pour la seconde partie de ce temps d'antenne. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk continue maintenant sur Live TV. Après donc le journal, nous avons deux sujets pour terminer cette émission. Le premier, on reviendra donc sur ce qui s'est passé, ce qu'on disait hier par rapport à cette région donc, qui était infectée, le fleuve Cavali infecté au cyanure. Avec aujourd'hui, on a le point 185 personnes infectées au cyanure, on en parle. Et pour terminer l'émission, c'est donc Zuzuko Charlemagne qui nous accompagne, promoteur du concours Aoulaba. Alors, messieurs, le point donc évolue par rapport à on était à 40. Aujourd'hui, nous sommes à 185 personnes infectées au cyanure, justement, par rapport aux activités menées par l'entreprise Endeavour, j'espère que je prononce bien. Endeavour Mining, exactement. Aujourd'hui, on a un point. Alors, le ministère donc, de l'Environnement nous dit que les premiers résultats ont relevé que, comme on le disait hier, la première cause de pollution est donc causée par une rupture de valve d'un pipeline composant de l'eau boueuse, donc cyanurée, provenant du parc à résidus de l'entreprise exploitant la mine d'or d'Ity.
Cette rupture donc, a entraîné un écoulement donc, de cette eau contaminée dans une rivière adjacente. Et vous savez, les rivières n'attendent pas, l'eau coule, ça continue, qui a rejoint ensuite le fleuve Cavally par un canal artificiel d'évacuation des eaux pluviales. Et les populations habituées donc, à utiliser cette eau du fleuve ont été contaminées. 185 personnes aujourd'hui, Daouda. Ouais, 185 de trop, mais Dieu merci, je pense qu'avec la promptitude, la réaction des différents ministères, je pense qu'aujourd'hui, on ne déplore pas encore de morts. On espère bien qu'on en restera jusqu'à des cas de maladies qui seront pris en charge. Et comme on le disait hier, effectivement, c'est, comment on appelle ça, c'est la digue qui a de déchets longtemps restés et gardés par l'entreprise qui a scellé. Donc, on le disait hier. Ils appellent ça le parc à résidus. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la responsabilité sociétale de Endeavour Mining, pour ma part, c'est moi, ça n'engage que moi, pour ma part, est engagée. Et à ce propos, je pense qu'il y a une mise en demeure qui leur a été infligée par le ministère afin de commencer à dépolluer l'endroit. Et par ailleurs, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de cela, il faut qu'en fait, il y ait des sanctions civiles ou pénales qu'on puisse leur infliger cela. Ceci étant dit, ce sur quoi je vais m'attarder maintenant, c'est à l'endroit de nos populations du Cavally. Les poissons morts, vraiment, durant toute une longue période, éviter d'en manger. Même les animaux, parce que je suis sûr que ce soit les biches, les agoutis qu'on adore tous, voilà, qui vont aller boire cette eau-là qui est encore polluée. Vraiment, il ne sert à rien d'aller ramasser des agoutis morts pour aller les vendre aux gens au bord de la route. Laisser les agoutis. Aux voyageurs qui aiment les agoutis dans la région, vraiment éviter tout ce qui est bêtes sauvages, comestibles, dans cette région-là. Très bien. Voilà. Alors, Élisée Boloube, il faut dire quand même que la société minière a pris ses responsabilités et s'est engagée à approvisionner en eau potable les populations justement de cette zone. Oui, c'est ce sur quoi je voulais réagir, en tout cas pour dire que, comme je l'expliquais hier, c'est un incident, ou je dirais un accident qui est arrivé. Et ça peut arriver, c'est des choses on a la centrale de Fukushima, voilà, qui a cédé. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver. Mais quand ça arrive, c'est cette capacité, la réaction qu'on a de pouvoir contenir l'incident qui est plus importante. Et à ce niveau-là, je pense que les autorités ivoiriennes et les responsables de Endeavour Mining, en tout cas de façon en synergie, ont réussi quand même à je dis, contenir un peu l'incident. Aujourd'hui, la pollution a été maîtrisée. La pollution a été maîtrisée aujourd'hui. Comme vous l'avez si bien dit, la société s'est engagée à fournir de l'eau potable. Elle a même déjà commencé à la population pour l'éviter. Voilà, pour l'éviter déjà aller s'approvisionner à la rivière. Les processus de dépollution sont déjà en cours. On a en tout cas circonscrit l'espace, la superficie de l'incident. Grâce à une équipe aussi du CIAPOL avec le laboratoire de l'Université de Mans qui est spécialisé aussi en matière de minéaux, tout ça. Et avec les équipes bien évidemment de Endeavour Mining ont réussi aujourd'hui en tout cas à cartographier le périmètre de l'incident, à le contenir et aujourd'hui les travaux de dépollution sont en cours. On espère que dans un délai assez rapide ça sera résolu afin que les populations retrouvent leurs habitudes. Leurs habitudes. Barry, avec vous, on termine avec le point de la sensibilisation aux populations. Pas comme Daouda l'a dit, revenir sur les points essentiels. Non, c'est clair qu'il faut renforcer la sensibilisation parce qu'on est tous africains. On vit en Côte d'Ivoire ici. On sait que dans les familles, il y a toujours des gens qui sont insouciants, qui ne voient pas le danger. Quand tout le monde a peur, eux, ils sont audacieux. Donc, c'est ceux-là surtout qu'il faut cibler pour leur dire que ce n'est pas le bon moment pour jouer les oraux. Il faut prêter attention à ce qu'on dit parce qu'on parle du cyanure. Et c'est un produit toxique parce qu'il est chimique et chimique industriel. Donc, il faut faire très attention. Daouda a bien fait de le souligner. Pour les populations riveraines, il va falloir faire attention aux viandes de brousse qu'on mange. C'est ça. Parce que si vous mangez une biche qui a été contaminée, je ne sais pas, je ne suis pas expert, mais je sais que ça peut vous causer des problèmes. Parce que ceux qui ont mangé le poisson ont eu des problèmes. Donc, pour le moment, de grâce, il faut faire un effort sur soi-même. Mais quand je dis tout ça, je dis qu'il faut renforcer la coopération avec les entreprises minières. Parce que hier, on parlait de 227 unités semi-industrielles sur toute l'étendue du territoire. Ce qui veut dire que dans ces entités semi-industrielles-là, on utilise des produits chimiques. Qu'est-ce qu'on fait de la sécurité industrielle? Est-ce que tous les moyens sont mis en place? Parce que là, il a fallu qu'il y ait une tragédie pour qu'on soit alerté.
Donc c'est aussi un avertissement pour les autorités compétentes, pour qu'elles puissent mettre tout en œuvre pour que les entreprises respectent les normes requises en matière de gestion des déchets. C'est ça. Parce que ce sont les déchets qui sont les plus dangereux. Ce sont les déchets en fait qui ont fait plier justement. le barrage. Ça, c'est une entreprise. Et les autres, quel est l'état de leur exploitation? Et même au-delà de ceux qui sont institutionnellement des entreprises légales et ceux qui font l'exploitation, l'opérage clandestin, est-ce qu'on parle d'eux? Allez-y dans les parcs nationaux, les gens font n'importe quoi là-bas. Donc il faut anticiper et il faut sanctionner tous ceux qui s'inscrivent dans ces actions néfastes pour les populations, néfastes pour l'environnement et qui portent préjudice à l'État de Côte d'Ivoire parce qu'on n'arrive pas à fiscaliser leurs activités. Justement, Élisée, alors, dans un tel cadre, dans un tel schéma, comment est-ce qu'au-delà de dépolluer la zone, prendre les responsabilités, quel type de communication l'État devrait faire passer? Parce que Barry l'a dit, là, c'est une société en bonne et due forme, qui a tous ses papiers, qui respecte et qui travaillait bien jusqu'à ce que, justement, il y ait cet incident-là. Sur toute l'étendue du territoire, 225, et peut-être même plus. Comment devrait communiquer justement l'État sur la base de cet incident-là pour alerter davantage les populations? Moi, je pense que déjà, l'une des choses, peut-être nous on a anticipé par rapport à l'État, déjà d'en parler sur un plateau comme ça, parce que moi je dis toujours, ces genres de situations, ce n'est pas des choses qu'il faut cacher. Bien évidemment, il faut le rendre public, voilà, pour que tout le monde puisse savoir de quoi il s'agit. C'est déjà mieux ainsi pour prendre des dispositions. C'est déjà une première chose. C'est vrai qu'il y a eu des communiqués qui ont fusé de la part du ministère de l'Environnement à travers le CIAPOL et autres, tout ça pour informer les différentes rédactions, les médias, pour que l'information passe. Mais comme je le dis, ce qui serait plus avantageux de faire, ce serait des missions de terrain. Vraiment des missions de terrain que les ministères, les structures étatiques aillent sur le terrain, échanger avec les populations et éventuellement, même discuter, dans ces missions-là, avoir des psychologues, vraiment des gens qui peuvent échanger avec les populations, parce que ça peut créer une psychose générale. Comment on enlève cette psychose dans l'esprit des gens? Donc il faut vraiment qu'il y ait des experts dans ces missions-là qui vont vraiment partager. Aujourd'hui, il y a une unité qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire pour combattre l'orpaillage clandestin à travers le pays. En tout cas, il y a de vastes opérations à travers le pays. Peut-être que l'idée derrière, ce n'est pas juste de venir casser, détruire, mais quand on finit de casser, il faut qu'on explique en fait à ceux qui sont là pourquoi on a cassé ça, parce que ce qui est en train d'être fait là est néfaste pour vous-même, votre vie, avec des preuves à l'appui. Je crois que c'est vraiment dans la proximité qu'on pourra arriver nous-mêmes à résoudre le problème. Parce que ça va permettre d'ailleurs aux populations qui, elles, ont compris, ont percuté sur cette information-là, de ne même plus permettre que leur espace territorial soit conquis par des orpailleurs clandestins. Voilà. Merci beaucoup, Élisée. On termine, Daouda, rapidement, un demi-point. En fait, le demi-point, c'était aujourd'hui, il parlait de mission pour aller faire de la sensibilisation. Moi, je pense qu'au-delà des hommes en costume, cravate, des psychologues et autres, il faut véritablement impliquer nos chefs religieux, nos chefs coutumiers et les guides religieux. Parce que dans les régions comme le Cavalier, les villes de l'intérieur, généralement, ce sont ces personnes-là qui font office de baromètre. Tu vois, que les gens qui écoutent sont très écoutés. Donc, s'ils sont impliqués dans la sensibilisation, forcément, ça va impacter toute la communauté. Mais que nous, on vienne d'Abidjan dans nos gros carrosses et autres pour leur parler, on se rappelle ici de la période grippe aviaire. Quand on conseillait aux gens de ne pas manger, vous êtes assis à Abidjan là-bas et nous voulez que nous, on mange nos poulets. Vous voyez un peu. Donc souvent, il faut leur parler dans la langue qu'ils comprennent, dans le code qu'ils comprennent. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, messieurs. Quand on finit de dire ça, on va parler de quelque chose d'un peu plus intéressant pour la culture ivoirienne. Et puis aussi avoir vos différents avis. On parle donc de Aoulaba, le concours qui valorise la beauté africaine. Et c'est avec M. Zuzouko Naounou Jean Charlemagne, promoteur de ce concours-là, qui vient maintenant sur notre plateau pour parler de la finale qui aura lieu le samedi 27 juillet à partir de 20 h au Palais de la Culture d'Abidjan. Aoulaba, un concours qui existe depuis... On se rappelle de feu Paul Dokuy, qui a été un gros initiateur donc, de ce projet-là. Aujourd'hui, après lui, le projet continue. Zuzouko Charlemagne, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Merci d'être là. Merci aussi. Alors, parlez-nous un peu de ce concours Aoulaba. Ma question, elle est directe. En quoi est-ce que le concours Aoulaba contribue au développement de la Côte d'Ivoire, par exemple? Oui, bon, je pense que d'abord, je voulais saluer
et tous les téléspectateurs qui nous écoutent, et puis saluer la maison. J'aurai l'occasion à la fin de remercier vraiment le PDG de cette structure, des grandes structures, pour dire que la contribution, c'est valoriser les canons de beauté de la femme ivoirienne, voire africaine. Parce que la femme, elle est un tout. Dans nos femmes, c'est nos mamans, il faut les valoriser. Donc, Paul Dokuy, dans sa vision, il était président, il était membre, comme on appelle, du commissi du concours. Donc, c'est en 1980 qu'il a décidé avec des éminents chercheurs, des sachants. Je vais parler de... ils sont tous décédés. Voilà, Niangoran Bois, qui est parti, il faisait partie de cette équipe, qui ont sillonné toute la Côte d'Ivoire, le nord, l'est, l'ouest, un peu partout. C'était un ramassis. Quand on peut au nord, on parle de la beauté, les saramans. Les saramans, c'est au niveau du nez, au niveau du cou qui est strié. Donc chaque région a ses traits. A ses traits. Okay. Donc ce sont ces traits-là qu'ils ont pris pour dire que c'est la Côte d'Ivoire réconciliée. Parce que dans tout ce que nous faisons, et c'est pourquoi le développement que nous apportons, elles sont des ambassadrices. Elles ne sont pas seulement des femmes qui émettent la beauté, mais il y a la beauté du cœur. Donc c'est ça qui est posé. Quand je parle de la valorisation de ces femmes, c'est de les mettre à un niveau. Parce que les mêmes femmes, il ne fallait pas les mettre, parce qu'il y a des concours qui existent un peu partout, mais il faudrait qu'on fasse un concours qui est des nôtres. Qui ressemble plus à l'Afrique, voilà, à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est des rondeurs. Et puis ensuite, c'est la maternité. Parce qu'il y a des femmes qui ont 6 enfants. Dans le concours que nous avons pu sillonner, où il y a eu des candidates qui ont eu 12 enfants, quand vous les voyez, vous pensez que c'est la beauté. Elles ont gardé leur beauté. Donc ça aussi, c'est important. C'est important. Voilà, c'est important. Barry, question? Alors, pour cette édition, quelles sont les innovations que vous comptez mettre en place? Bon, vous voyez, je vais dire que ça fait presque depuis 2017 et que le concours a pris parce que le fondateur n'était pas là. Il y a eu un petit break, mais que nous avons repris. Et jusqu'à comme la question que vous posez, l'innovation, c'est de permettre à ces présidents de comités régionaux et communaux, parce que ce sont eux qui permettent que le concours ait lieu. Parce que sans eux, donc dans cette innovation, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre le projet, parce que moi j'ai été secrétaire. J'ai pris les rênes depuis l'année dernière. Donc je suis en train de repositionner le concours comme on a l'habitude de le faire. Mais en 2025, il y a des projets. Donc c'est en ce moment-là que je peux répondre à votre question. Il y aura des innovations. Déjà, je peux vous dire un peu, quand nous partons dans les régions, ce n'est pas simplement apporter la beauté, il faut l'art culinaire. Parce qu'une femme qui est de Korogo, pour mettre en évidence, comme on appelle la cuisine de chez nous, parce qu'on découvre. Et ensuite, il y a la lingerie. Dans les régions aussi, il y a aussi des produits que nous connaissons, le beurre de karité. Tout ça là doit être là. C'est-à-dire à la veille de la finale, avant 3 jours, nous allons faire comme une exposition de tous ceux qui prennent part à ce concours, de venir sur une plateforme. Voilà, c'est ça un peu les innovations. Les innovations, voilà. D'accord. Dorda ? Moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les conditions d'éligibilité pour être Miss Aoulaba? Non, on dit pas Miss. Est-ce qu'on dit Miss déjà Aoulaba? Ça, à partir d'aujourd'hui, voilà. Pardon. J'ai dit Miss, comment on dit maintenant? Aoulaba. Aoulaba, okay. Le thème Aoulaba, en la langue, au niveau des Baoulés, c'est la langue baoulée? Non, oui, quand les Baoulés qui disent, quand on dit Aoulaba, c'est la reine de beauté. Donc on ne peut pas dire Miss Aoulaba. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Parce que Miss, c'est très européen, c'est ça? Voilà, bien sûr. C'est le canon européen. Voilà, tout à fait. Donc je reformule ma question. Tout à fait. Quelles sont les conditions d'éligibilité à Aoulaba? Tout à fait. Il y a des critères. Parce que la femme Aoulaba, comme on le dit, on pense, bon, peut-être si je le dis,
quand je prends, bon, je prends un exemple, quand Non, vous voyez... ne me prenez pas du tout. non, déjà... Sortez-moi de votre exemple. Elle peut être la reine de beauté. Non, mais si elle est une reine de beauté, quand on regarde des caractéristiques, Donc on va dire Adjoa. Voilà, voilà, donc Adjoa. Donc il y a ce qu'on appelle l'harmonie du corps. Une femme, elle a la forme guitare. Donc l'un des critères, c'est qu'on appelle la morphologie, c'est-à-dire l'harmonie du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Ça, c'est l'un des critères que nous regardons. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la démarche. Quand elle marche sur le podium, elle n'est pas un loupard. Elle ne doit pas marcher comme un... Donc elle marche avec grâce. Avec grâce. Élégance. Élégance. Voilà. Ça, c'est une valeur de la femme africaine? Oui, bien sûr. Parce qu'on la découvre. Nous, chaque fois, les femmes passent un peu partout dans les rues, on voit, et on sait comment les hommes... Donc, la troisième phase aussi, c'est... Le troisième point des critères, c'est la séduction. Parce que la femme doit séduire. Vous êtes devant les membres du jury, tu peux être belle et puis ne pas rire. Ça aussi, ça engraine des points. Donc, ce sont ces éléments-là que nous voyons. Et puis, il y a la taille. Parce qu'il y a des spécificités. Il faut avoir au moins le niveau 3e. Parce qu'on a des femmes qui sont des cadres qui viennent aussi sur ce concours. Il y a aussi la maternité. Il faut avoir au moins un enfant. Voilà, parce pour voir si vous avez gardé toujours voilà, la beauté. Donc, on ne vient pas là ou là-bas. Bon, une femme qui n'a pas d'enfant. Donc, le minimum. Donc, tu peux avoir plusieurs. L'essentiel, il faut enfanter. Donc, voilà, un des critères, c'est qui nous amène. Et puis, il faut avoir la taille juste. Voilà, ce sont ces quelques éléments. Donc, les critères de beauté africains. Africains. Très bien. Est-ce que la présélection de ce concours a répondu à un maillage national? C'est-à-dire, est-ce que c'est passé dans toutes les régions? Si oui, combien de candidates on a en finale? Merci. Nous avons 15 candidates. Mais on a 31 régions en Côte d'Ivoire. Non, j'arrive. C'est pas parce que nous sommes en train... Je vous ai dit que nous revenons un peu de loin. Ils viennent de loin. Voilà. Donc, nous sommes en train de repositionner. Parce que autant quand notre boss, comme on le dit, était là, Paul Dokuy, déjà, le concours était à un niveau. Au moment où notre concours était encore à le mettre, le concours était tellement à un niveau que nos candidates pouvaient partir avec les sponsors. Mais je vous dis qu'il y a eu une situation, qu'on le veut ou pas, il n'était pas là. Même avant de venir, avant qu'il ne parte, il devait reprendre le concours. Mais malheureusement, la mort, là... Aujourd'hui, vous êtes aux affaires maintenant. Moi, maintenant, je suis aux affaires. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de repositionner. Donc, il y a 15, comme on appelle, candidates. Issus de quelle région? Donc, je vais rapidement... Il y a le Poro, Korogo, oui, il y a le Haut-Sassandra, il y a le Bas-Sassandra, il y a Port-Boué, il y a le Gbeke, il y a le Cavali, il y a le Guémon, il y a l'eau d'Igua, il y a Marcory, il y a Adjamé, il y a Koumassi. Bon, les 15, comme je le dis, Sud-Congoué. Il n'y a pas le Tonkouy. Non, le Tonkouy était l'année dernière. Mais nous revenons. nous allons revenir parce qu'il y a eu un petit... Celle qui devait prendre à la dernière minute a désisté. Elle a dit que bon, donc on est en train de retravailler tous les... Comme vous l'avez dit, il a demandé, l'année prochaine nous partons et nous allons engager toutes les régions et les communes. Après, on parlera donc de l'édition et des lots qu'elle gagne parce que certains font le différentiel entre ce qu'on gagne à Miss Côte d'Ivoire et ce qu'on gagne aussi à Oulaba. Mais Daouda, avant. Moi, rapidement, la question que je pose, c'est la suivante. Parce qu'avec les critères que vous donnez, et avec le critère aussi de Miss Côte d'Ivoire, je me demande, les femmes qui sont au milieu de tout ça. C'est-à-dire quoi, Daouda, au milieu non, les femmes qui sont au milieu de tout ça, qui ne respectent pas ces normes-là, qui ne sont pas... Où elles peuvent se placer pour participer à ce concours? Bon, de toute manière, nous avons mis des critères. Voilà. Je le dis, ce n'est pas pour une insulte, non. Et on avait donné ce concours à Soum Junior, lorsque le fondateur n'était pas là. Et Soum Junior, il a dénaturé le concours. Il est parti prendre des femmes fortes. Non, on ne va pas citer de nom et puis on ne va pas aussi porter des... Parce que ça peut prêter à confusion et à débat. Non, mais je suis en train de dire, c'est vrai ce que tu es en train de dire, parce que c'est ce qui arrive. Et je voulais aussi donner un détail. Chaque fois on pense, quand on partait faire ce concours, beaucoup font allusion, comme on appelle, au niveau des fesses. Parce que c'était un concours, quand on arrive... La proéminence. Voilà, proéminence, tout. On pense, non. J'ai dit, c'est de la forme guitare. On peut être élancé, on peut être moyenne, on peut être courte. L'essentiel que tout ce que tu as soit agencé. Il faut qu'il y ait du bon relief. Voilà, merci. Voilà. Très bien. Alors, elle gagne quoi après avoir eu donc le bon relief et autres? Qu'est-ce qu'elle gagne en fait? Parce que généralement, on dit qu'à votre concours, les femmes, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de
de millions. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout à fait. Est-ce que les partenaires ne vous prennent pas au sérieux? Non, ce n'est pas une question de sérieux. Je vous ai dit que au moment où le pôle de Q était, le concours était à un niveau. Donc il y avait des Mais l'an dernier, ils ont gagné combien? L'année dernière, on a donné, que je salue du passage, le maire Abi Raoula était là, il a donné une enveloppe. Hein, chacune c'était lui qui était le parrain, parce que compte tenu de ce que je dis, qu'il y a eu des situations qu'il a donné les prix des trois. Il les a reçus. Il y a eu UTB, la société UTB qui a donné. Il y avait certains partenaires. Mais ce n'est pas la même chose, vous êtes d'accord avec moi? Non, je sais, maintenant je vais vous expliquer. C'est pourquoi, Christelle, je lance un appel. Parce qu'il y a un concours, c'est le concours des Ivoiriens. Donc ce n'est pas un concours de Zouzouko. J'ai parlé de toutes les régions. Aujourd'hui, on veut remettre la chose. C'est vrai qu'on peut aller voir certains concours, mais à Oulaba, c'est pour nous. Donc, je lance un appel. On avait je ne sais pas si je peux citer les partenaires, pas concurrentiels par rapport à la télévision. Il y a au niveau des banques, au niveau des qu'on appelle, de toutes les sociétés. C'était téléphonie mobile. Et de téléphone mobile qui venaient était avec nous tout autour. Mais je vous ai dit que c'est une situation qui est arrivée. Mais aujourd'hui, ils ont confiance puisque nous sommes en partant dans les régions. Les maires, les présidents du conseil se sont impliqués. Maintenant, ils sont j'ai dit que c'est la deuxième année. Et j'ai même fait des démarches parce qu'on est en train de voir pour faire qu'on appelle un colloque sur qu'on appelle cet instrument, cet outil culturel, pour permettre aux sachants de venir à un atelier pour réfléchir. Je dis qu'il y a beaucoup à donner à travers qu'on appelle ces ambassadrices-là. Quand on parle des ambassadrices, elles représentent toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Alors, il s'agira donc d'être là pour vous au Palais de la Culture le samedi 27 juillet à partir de 20h. Et Live TV est partenaire sur cet événement. Voilà. Je vais dire que voilà encore quelque chose. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une très bonne nouvelle parce que je voulais en même temps saluer, franchement, le cœur. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Monsieur Fabrice Avignon, nous sommes allés le voir, on l'a expliqué. Il a compris l'intérêt de la chose. Il a dit, il n'y a pas de problème. L'année dernière, au moment où on était dans la souffrance, les spots qui coûtent très cher, on sait la communication, on connaît l'effet de la publicité. Et là, aujourd'hui, il nous met sur un plateau. Ce plateau-là, ce n'est pas qui veut qui arrive à ce plateau. C'est un plateau vraiment professionnel. Donc, il nous permet de venir véhiculer le message. Et en partant de là, nous pensons que les Ivoiriens, jusqu'à l'État, parce que l'objectif, que ce soit, qu'on appelle l'État, comme un élément, un instrument pour aller, qu'on appelle ailleurs, en Afrique, en Europe. Très bien. Miss est venue d'où? Depuis la France. C'est donné un système planétaire. La Côte d'Ivoire a été toujours bénie. Tout ce que nous touchons, c'est la partie. Donc nous pensons qu'avec Aoulaba, nous pouvons atteindre l'objectif. Le tourisme, donc les finales peuvent être ici, où les Africains vont arriver. Les Européens rentrent aussi dans les cadres. Il y a des femmes européennes, asiatiques et autres, qui ont les critères Aoulaba. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Zouzouko, d'être venu sur notre plateau. Ce qu'on rappelle, et peut-être que vous allez peut-être me contredire ou pas, d'ici le 27, vous aurez peut-être une claire vision des différents lots. Tout à fait. Et vous allez revenir rassurer donc les candidates et celles qui, voilà. Là, je ris, pourquoi de dépasser, tu reviens un peu là-dessus. C'est important. C'est très important. Mais c'est pourquoi peut-être hors j'ai besoin des conseils, des orientations. Nous sommes en train de chercher et tous ces sponsors, ces partenaires qui sont déjà, nous avons l'aspect communication. Donc ce que je voulais dire, je voulais remercier. Pour terminer, je voulais remercier la première dame de Côte d'Ivoire, qui depuis qu'elle est notre marraine, parce qu'elle est toujours notre marraine, elle a porté à la finale une enveloppe, toujours, par sa représentante qui est le ministère de la Femme. Et puis je voulais saluer aussi le ministère de la Culture, qui en principe est notre tutelle institutionnelle. Donc je voulais dire merci à Savignon, je voulais dire merci à tous les présidents, je voulais dire merci à tous nos présidents, nos présidentes, nos candidates qui ont cru et qui croient toujours à ce concours. Très bien. Alors que Dieu vraiment permette le 27 que ce que nous allons faire, il aura la retransmission. Ça va bien se passer. Les choses vont se passer très bien. Merci infiniment d'être venu. Merci. Barry, Élisée, Daouda, merci d'être venu. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir chez vous. Merci à tous ceux-là qui réagissent sur la toile. On se retrouvera demain
D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.